Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le bureau de l'UPU satisfait des préparatifs du congrès d'Abidjan. Cette 27e rencontre de l'Union postale universelle se tient dans le pays du 10 au 28 août 2020. Tout le dispositif pour le bon déroulement de cette rencontre passé au peigne fin. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu les membres de la délégation. La Direction générale des impôts veut aller plus loin dans la mobilisation des ressources financières. La régie a fait le point de l'année écoulée, plus de 2300 milliards de francs CFA récoltés. Le ministre du Budget, Moussa Sanogo, appelle les agents à multiplier les efforts. Les objectifs 2020 fixés au cours d'un séminaire à Yamoussoukro. Et puis la structure de la protection de la petite enfance des centres dont le rôle est important dans l'encadrement des tout-petits. Une mission encore méconnue de plusieurs parents. À suivre dans ce journal, le focus sur ces formations dans le dossier VDC. Le congrès de l'Union postale universelle se tient à Abidjan à partir du 10 août 2020. Les préparatifs de ce 27e rendez-vous des acteurs de la Poste se déroulent bien. Une mission d'évaluation est en Côte d'Ivoire. Des experts qui sont venus évaluer l'état d'avancement des travaux. Ils ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. On fait le point avec Viviane Aïmen. Abidjan accueillera du 10 au 28 août 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle, importante rencontre internationale qui va enregistrer la présence de 2000 à 3000 délégués venus du monde entier, quand on sait que l'Union postale universelle, UPU, comprend 192 pays membres. C'est aussi pour la toute première fois que l'Organisation mondiale de la Poste va tenir son congrès en Afrique. C'est dire l'important challenge que représente l'événement, tant pour le gouvernement que pour la Côte d'Ivoire dans son ensemble, ainsi que pour l'Afrique. Pour l'heure, le temps est aux préparatifs. Une délégation du comité de préparation du 27e congrès, conduite par le vice-directeur général de l'UPU, est en mission d'évaluation du 19 au 24 janvier à Abidjan pour faire l'état des lieux de l'avancement des préparatifs du 27e congrès. Présentant le compte-rendu de sa mission d'évaluation le jeudi 23 janvier au palais présidentiel lors d'une rencontre avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs président du comité national d'orientation et d'impulsion pour l'organisation du 27e congrès de l'UPU, le vice-directeur général de l'UPU qui conduit la délégation a déclaré sa totale satisfaction pour l'ensemble des dispositions prises par les autorités ivoiriennes pour la réussite de ce 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan. Nous avons pu constater l'état d'avancement sur les infrastructures, notamment l'hôtel Sofitel qui accueillera les séances plénières de ce congrès où nous attendons entre 800 et 1500 personnes en fonction des sujets à l'ordre du jour. Durant cette phase, c'est également une étape importante pour la République de Côte d'Ivoire puisque désormais, à partir du mois d'août, la responsabilité en termes d'État reviendra à la République de Côte d'Ivoire pour les 4 prochaines années, ce qui fait que la politique postale mondiale regardera vers Abidjan, regardera vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette mission, nous avons également travaillé un dossier qui est cher à la présidence de la République de ce pays, à savoir la pérennité du secteur postal ivoirien et l'intégration des différents sujets du gouvernement dans le domaine de la poste, notamment le commerce électronique ou encore des sujets liés à la digitalisation. Nous avons visité des sites, un site qui doit être utilisé dans le cadre du projet Ecom at Africa pour permettre de faire à la République de Côte d'Ivoire une base régionale pour l'accueil du commerce électronique. C'est un des tout gros sujets pour lequel la poste ivoirienne sera maître d'œuvre. Dans le même état d'esprit, nous allons sans doute pouvoir inaugurer ce qu'on appelle le bureau de poste du futur. Ce bureau de poste sera construit sur le site de l'Université d'Abidjan et là aussi l'accompagnement de l'Union postale universelle fera en sorte que ce bureau puisse être une vitrine qui sera mise à la disposition des pays membres à l'occasion du congrès pour s'inspirer sur ce qui est fait en République de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire est prête.
L'Union postale universelle se met désormais aux côtés de la République de Côte d'Ivoire. L'Afrique invite la Poste. La Côte d'Ivoire et l'UPU accueilleront la Poste à Abidjan. L'Union postale universelle est l'une des plus anciennes organisations intergouvernementales créées par les Nations unies. Elle a été créée en 1874. Son rôle est de favoriser la coopération entre les postes du monde entier, permettant ainsi l'existence d'un réseau universel des services postaux. L'instance suprême de l'UPU est son congrès qui se réunit tous les 4 ans. Et les choses bougent également aux impôts. Plus de 2300 milliards de francs CFA mobilisés en 2019. La direction générale en séminaire bilan à Yamoussoukro, la régie financière a aussi fixé les objectifs à réaliser au cours de l'exercice 2020. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, appelle les agents à redoubler d'efforts pour aller encore plus loin cette année. Le reportage de Jean-Louis Bango. La Direction générale des impôts face au défi de l'émergence. Un thème qui rappelle le rôle que doit jouer cette régie financière dans la construction de l'économie ivoirienne. Un rôle pleinement assumé en 2019 avec plus de 2300 milliards de francs CFA collectés. Un résultat en hausse de 7,3% par rapport à l'exercice précédent. La DGI avait alors collecté 2149 milliards de francs CFA. Il y a des outils qui n'étaient pas bien connus, qui vont être déployés et nous permettre donc de monter en puissance au niveau donc de l'élargissement de l'assiette fiscale. Nous sommes en pleine réorganisation de nos services, de nos structures, en réorientant les missions de certaines de nos directions. Tout cela, l'un mis dans l'autre, devrait nous permettre d'améliorer nos performances au cours de cette année 2020. Les fers de lance de cette progression sont entre autres la taxe sur la valeur ajoutée TVA qui a enregistré un gain de 44 milliards de francs CFA, les impôts sur le traitement de salaire, les droits d'enregistrement, café, cacao. Des résultats également obtenus grâce à l'appui de la tutelle. Ce sont des résultats qui sont en progression. Je crois que c'est une excellente chose. Il faut saluer en tout cas l'ensemble des équipes. Mais bien évidemment, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est en forte croissance et qui a des besoins qui vont crescendo, il faut travailler à ce que ces résultats s'améliorent, donc faire en sorte donc, que nous ayons davantage de ressources pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour l'année 2020, les objectifs de recettes ont été fixés à 2716 milliards de francs CFA, soit plus de 409 milliards à collecter de plus qu'en 2019. Ces objectifs de recettes sont déterminés en étroite collaboration avec tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la politique économique et financière du gouvernement ainsi que des partenaires au développement. Et la mobilisation des ressources financières facilite la mise en œuvre des programmes de l'État. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les réformes engagées. Elles doivent faciliter l'accès à un logement décent aux populations. Bruno Nabanié-Koné a réitéré sa volonté de faire appliquer effectivement la loi sur le bail à usage d'habitation entre propriétaires et locataires. Des détails avec Nadia Eja et Jean-Jacques Kwame. S'il y a une loi à vulgariser à l'orée de cette année 2020 pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Labané, c'est bien celle portant sur la réglementation du cadre de collaboration entre bailleurs et locataires. Les sanctions ont donc été récemment durcies en vue de dissuader les propriétaires véreux. C'est un texte important, donc nous souhaitons l'application effective dès ce début d'année 2020. J'insiste là-dessus. La sanction précédemment, c'était 20% sur l'excédent perçu par le bailleur. Désormais, c'est 300%. Nous sommes déterminés à faire appliquer ce texte parce que nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour les populations ivoiriennes. Outre l'adoption du test entre bailleurs et locataires, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour mener à bien sa politique de logements sociaux. La mise en place de mécanismes permettant d'élargir le champ des personnes éligibles au programme de logements sociaux, notamment toutes les personnes qui ne sont pas salariées, qui ne sont pas bancarisées, qui sont nombreuses et qui, dans beaucoup de cas, disposent de moyens souvent supérieurs à ceux des personnes bancarisées ou salariées. Les ambitions à concrétiser en 4 points, à savoir l'assainissement et la modernisation du foncier urbain,
la mise en œuvre des réformes et projets de construction, l'amélioration de l'offre de logements sociaux et le renforcement du cadre de gouvernance des activités de ce département ministériel. On s'intéresse à présent à l'excellence dans le travail. C'est ce à quoi invite le général Issa Coulibaly. Le ministre de la fonction publique était hier à la rentrée officielle de la 56e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration. Ses futurs fonctionnaires invités à faire preuve d'abnégation et de discipline au service de la population. Grâce Kando. C'est par ce cérémonial militaire qu'a débuté la rentrée solennelle de la 56e promotion de l'École nationale d'administration ENA, une promotion forte de 423 élèves, dont 161 femmes et 262 hommes. En vue de répondre aux attentes de l'administration, l'ENA a entrepris d'importantes réformes, au nombre desquelles la révision de ses curricula de formation. Fort de cette innovation, l'ENA voudrait prendre l'engagement devant vous de mettre à la disposition des administrations publiques des ressources humaines qualifiées, compétentes, valeureuses, empreintes de civisme et à un sens élevé de l'État. L'ENA a formé à ce jour environ 16 000 cadres au profit de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays africains. Ces nouveaux aspirants aux carrières administratives ont été invités au travail bien fait. Désormais, vous êtes investis de la confiance de la nation et vous incarnez l'espérance de l'administration en sa régénération dynamique. Vous ne devez pas faillir. Vous devez faire preuve d'un attachement quasi viscéral à l'abnégation au travail bien fait, à la discipline, à la rigueur intellectuelle, à la probité, à la dignité, au respect de la hiérarchie, à l'intégrité et à la loyauté républicaine. Comme il est de tradition à l'ENA, la promotion sortante a remis à la nouvelle promotion les traditions de l'établissement qui sont des préceptes ou doctrines qui fondent cette école. Et voici le dossier de ce journal. Il est consacré aux structures de base en charge de la protection de l'enfance. Il en existe plusieurs dans le pays. Ces centres jouent un rôle important dans l'éducation et le développement de ces personnes vulnérables. Mais problème, elles sont moins connues du grand public et parfois des prestations jugées hors de prix. Le gouvernement a clairement dit la place du choix qu'il accorde à ces formations. C'est justement pour mieux comprendre tout cela que nous faisons une incursion dans le milieu de ces structures de base de l'enfance. Vie d'ici est signé ce soir Théodore Zouzou, Franck Quadio. Centre de protection de la petite enfance d'Adjamé Santi. Marie-Pascale est venue inscrire Marie-Esther, sa fille. Nous sommes au mois de septembre. C'est important pour l'enfant. Quand il vient, il croise de nouvelles personnes et l'enfant apprend à vivre avec d'autres personnes. D'autres parents un peu hésitants viennent encore au renseignement. Ah, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comme depuis il est à la maison là. Bon, en tout cas, nous on se dit que si on l'envoie ici là, il va venir jouer. L'enfant va jouer, mais quand on vient jouer ici là, pendant qu'on joue, on va lui apprendre les couleurs, on va lui apprendre les chiffres. Port-Boué, sud de la capitale économique, l'heure est aux activités d'éveil dans ce complexe socio-éducatif. Quelques jours plus tard, finit la période de l'inscription. À Djamé, la petite Marie-Esther est en cours. Elle s'exerce au dessin libre, traduisant sa compréhension de l'activité langage à causerie sur les bonnes habitudes. En dehors de cette matière, c'est au petit apprendre les mathématiques et bien d'autres disciplines. Nous exerçons l'enfant sur les feuilles, sur les ardoises et tout, mais nous avons des cahiers de contrôle. Ces approches d'apprentissage sont essentiellement vues à travers des activités ludiques, c'est-à-dire il faut donner droit à l'enfant de pouvoir s'amuser, de pouvoir développer ses sens. Envoyer leurs enfants au préscolaire, pas nécessaire selon certains parents. Et il y a ceux qui évoquent le coût élevé du préscolaire. Quand on met les enfants là-bas, ils apprennent pratiquement rien. Vous avez aujourd'hui des maternelles en Côte d'Ivoire ici qu'il faut payer près de 300 000.
ce qui est vraiment anormal. Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant de 3 ans, 4 ans, et puis tu dois payer 300 000? Ce n'est pas toujours la bonne approche, selon les spécialistes de la petite enfance. Chez nous, on parle de frais contributifs. Ces frais contributifs servent à prendre en charge les enfants. Parce que nos structures ne sont pas subventionnées. Nous avons des livrets d'activité. Tous les enfants qui rentrent dans nos structures sont assurés. Nos prix sont plafonnés pour Abidjan. Nous avons 30 000 francs pour l'année. Les villes de l'intérieur, c'était à 25 000 francs pour l'année. Il y a 15 000 francs pour l'année et il y a 10 000 francs pour l'année. 6 mois, c'est l'âge idéal pour accéder à la crèche. À la petite section, 2 ans et demi à 3 ans et demi. La moyenne section, 4 ans. La grande section, 5 ans. Les garderies et altes garderies, ceux de 6 mois à 6 ans. Tous encadrés par des éducateurs formés à l'INFES. Parmi ces enfants, des porteurs de handicap moteur, d'où un regroupement des structures chargées de l'enfance par endroit pour une meilleure prise en charge voulue par l'État, formant ainsi le complexe socio-éducatif. Le complexe socio-éducatif, c'est une structure de l'État qui prend en charge les personnes en difficulté et aussi des familles en difficulté. Ici, nous avons 3 services. Il y a le centre d'éducation spécialisé qui s'occupe des enfants en situation de handicap et aussi ils font de l'alphabétisation. Et nous avons le centre social également et puis le centre de protection de la petite enfance. À Djamé, tous les mardis, ces femmes se rendent au complexe socio-éducatif du quartier. Elles y trouvent un certain intérêt. Je viens pour peser mon enfant, faire ses vaccins et puis comment il faut la nourrir. Tout ça. C'est pour ça que je viens ici chaque mardi. Je s'occupe bien des enfants. Quelques minutes d'attente, puis arrive leur tour. En une semaine, l'enfant a pris 100 grammes, c'est bon. Et qu'elle est bien entretenue, elle est bien nourrie. Félicitations. Maintenant, elle a sa 3e dose de DTC à faire. Le bébé pèse 5 kilos. En fonction du poids, nous expliquons maintenant aux mamans qu'est-ce que l'enfant doit prendre. Les enfants qui ne font pas leur masse, nous faisons une réhabilitation nutritionnelle. Pour apprécier les difficultés et optimiser les performances, un bilan global de ces structures de base est fait chaque année. L'atelier évaluation bilan nous permet d'évaluer notre année scolaire et de faire un bilan qui nous permettra de nous projeter pour l'année à venir. Le préscolaire, bien que n'étant pas une obligation, participe aux conditions qui favorisent l'autonomisation de la femme. Vous allez trouver les centres de protection de la petite enfance dans les grandes villes et aussi dans les sous-préfectures. Les centres d'action communautaire pour l'enfance, on les trouve en général dans les zones rurales, dans les villages ou dans les zones périurbaines défavorisées. Ces centres sont la porte d'entrée de l'autonomisation de la femme. Parce que quand la femme a pu préscolariser, a pu protéger son enfant dans une structure, elle est libérée pour aller faire ses activités génératrices de revenus. La préscolarisation en Côte d'Ivoire est en nette progression. De 2011-2012, on était à 11 000 enfants identifiés dans nos structures. Aujourd'hui, nous sommes à 18 531 enfants, dont 50,42% de filles et moins de 50% de garçons. Je demande aux parents de ne pas brûler les étapes, de laisser les enfants aller à leur rythme. Des structures d'encadrement pour la protection de l'enfant sont mises en place depuis les indépendances. L'importance des structures de base, protection et éducation des enfants, un dossier de Théodore Zouzou. Et puisqu'on parle d'éducation, une grève menace le milieu. Le collectif des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire prévoit d'arrêter les cours. Face à cette situation, les parents d'élèves disent non. Ils appellent à la levée du mot d'ordre de grève des enseignants. Ils les invitent à poursuivre le dialogue avec les autorités gouvernementales. Didier Nguessa. La coalition des syndicats du secteur éducation et formation de Côte d'Ivoire, COGEFSI, projette d'entrer en grève du 28 au 30 janvier prochain. Face à ce risque de perturbation des cours, le collectif des associations de parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire appelle à la retenue. Nous, parents d'élèves de Côte d'Ivoire, nous pouvons rester inactifs devant le spectre des perturbations
qui se profile à l'horizon. La présente déclaration est faite pour prendre à témoin la population tout en appelant les syndicalistes à la retenue. L'éducation nationale a été secouée à la veille des congés de Noël. Une cessation de travail des enseignants pourrait de nouveau mettre à mal l'exécution du programme scolaire. À plus de 100 000 km d'ici, les opérateurs économiques ivoiriens exposent leur savoir-faire. Ils sont à la foire du tourisme qui se tient en Espagne. Des professionnels de l'industrie touristique mondiale se rencontrent à Madrid pour échanger et exposer sur les différents produits. La Côte d'Ivoire est représentée par une dizaine d'acteurs qui évoluent dans le textile, le business des voyages. Vous connaissez certainement le village Bini, un complexe local situé à la sortie nord d'Abidjan, spécialisé dans l'écotourisme. Il est l'une des attractions à ce rendez-vous. Chaque année est notre envoyé spécial en Espagne. Kofakwa, dernier village de la commune de Cocody, situé aux abords de la lagune Adjan. Voilà maintenant 8 mois que la configuration de ce petit village a changé avec l'avènement d'un complexe touristique, le domaine Bini Lagune. Un complexe qui se veut écolo au sens propre du terme. Son promoteur, c'est lui, Bini Kofi Jean. Tous ceux qui viennent ici, ils viennent pour la nature, pour la beauté de la nature, pour notre savoir-faire à l'ancienne, notre façon de montrer la culture ivoirienne. Cet ancien cadre de banque a tout abandonné pour se consacrer à sa passion, l'écologie. Nous avons l'écosystème qui est la lagune, nous avons le village qui est à côté, appelé Kofakwa. On crée l'activité touristique avec les habitants de ce village. Ils maîtrisent déjà la lagune depuis toujours, ils ont le savoir-faire de leur cuisine, donc ils n'ont pas besoin de sortir de HEC ou bien d'une école de l'hôtellerie. Depuis, son concept séduit de nombreux touristes étrangers et fait de lui le porte-étendard du tourisme vert en Côte d'Ivoire. C'est à juste titre que l'occasion lui a été offerte par l'Office national du tourisme de prendre part, pour la toute première fois, à la foire du tourisme de Madrid. Cette initiative de l'État vraiment nous permet de mettre la Côte d'Ivoire sur le plan qu'on souhaite, c'est-à-dire en faire un pays écotouristique. Comme Bini, plusieurs opérateurs locaux ont effectué le déplacement. Venir en Espagne, c'est venir à la rencontre du monde entier. C'est venir vendre la Côte d'Ivoire au monde entier. Notre cible ici, ce ne sont pas que les Espagnols, c'est le monde entier. Nous sommes venus principalement faire découvrir le textile ivoirien dans toute son entièreté. Des circuits touristiques et des produits locaux qu'affectionnent les visiteurs. J'aime bien les produits que vous fabriquez, ce sont très jolis et ils me plaisent beaucoup. À la tête de la délégation ivoirienne, le ministre du Tourisme et des Loisirs a visité et encouragé chacun des opérateurs locaux pour qu'ensemble, ils contribuent au développement du secteur. Au regard de tout ce qui est donné et de l'attrait que cela suscite, on a le droit de se dire que si nous mettons nos efforts en commun et que nous venons à aider l'esprit d'initiative et le secteur privé et à mieux les structurer et les organiser, on a matière à enrichir d'abord le tourisme, mais surtout faire en sorte que des ressources sortent de ces secteurs. Selon les derniers chiffres du ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire, l'industrie touristique contribue à environ 7,5% du produit intérieur brut. La contribution des opérateurs locaux est vitale pour le dynamisme du secteur. L'écotourisme se positionne ainsi comme un tournant décisif pour le développement de cette industrie. Et ici en Côte d'Ivoire, changement au bureau ivoirien du droit d'auteur vers l'installation d'une administration provisoire au Burida. Elle sera chargée dans les 6 à 12 mois à venir de mettre en place les organes de la Maison des artistes. C'est le ministre de la Culture et de la Francophonie qui a donné l'information. Maurice Kwaku Bandama appelle les sociétaires à la paix et au travail. Les explications d'Issa Tionayo. Le ministre de la Culture et de la Francophonie au Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur. Maurice Kwaku Bandama y était pour annoncer que la crise qui secouait la maison n'est qu'un lointain souvenir. Nous sommes aujourd'hui à mesure de dire aux Ivoiriens que la crise du Burida est derrière nous. Parce que la majorité des artistes, ceux qui ont une forte contribution au sein de cette maison, ont accepté d'aller à la paix. Dans un franc-parler qu'on lui connaît, il dénonce la mauvaise gestion de l'ancienne équipe du conseil d'administration. Un conseil d'administration qui a été
selon lui, incapable de renouveler les instances du Buruida dans les délais. Pour relancer la machine, il annonce de nouvelles mesures. Nous sommes à mesure, dans les jours qui viennent, de mettre en place les nouveaux organes, à savoir un nouveau directeur général avec un conseil de gestion qui jouera le rôle de conseil d'administration. Nous avons tenu aussi cette réunion pour que les artistes comprennent que sans la paix, sans la cohésion, leur maison ne peut pas mobiliser des ressources. Les artistes se disent prêts à relever les nouveaux défis. Malgré tout ce qui s'est passé, le ministre n'a jamais rompu le dialogue avec nous. Nous disons à tous les artistes de Côte d'Ivoire, nous voulons travailler pour eux. Et nous souhaiterons qu'ils se mettent au travail eux aussi. L'administration provisoire a 6 à 12 mois pour installer les nouvelles instances du Buruida en vue d'assurer un meilleur fonctionnement de la maison des droits d'auteur. Dans l'actualité politique, l'Union des enseignants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix effectue sa rentrée 2020 à Bouaké. Ce mouvement prépare l'élection présidentielle à venir. Le ministre Sidiki Konaté a invité les membres à aller et investir le terrain pour ce rendez-vous électoral. Djeneba Ouattara. Quel URHDP pour une victoire écrasante du RHDP à la présidentielle de 2020? C'est sous ce thème que la rentrée politique de l'URHDP s'est tenue à Bouaké. Les enseignants ont été invités à consolider les acquis du RHDP et lui garantir une victoire éclatante en investissant le terrain. L'Union des enseignants du RHDP doit se signaler par une occupation totale du terrain à travers un maillage qui ne laisse de côté le moindre hameau ou encore le moindre potentiel électeur. Ce qui est attendu de tout ce corps spécialisé, c'est véritablement faire la pédagogie de la promotion de ce qui est fait, plus pour eux, mais beaucoup plus pour le reste de la communauté nationale. On va aller aussi dans les quartiers pour défendre le parti, dans les grains, dans les marchés, dans les kiosques. Et nous leur donnons donc une mission essentiellement politique à côté de leur mission régalienne. La rentrée politique de l'URHDP a vu la participation de plusieurs cadres du RHDP issus de la région de Bouaké et d'autres localités du pays. Après Bouaké, le président de l'URHDP, Abdoulaye Kouyaté, et sa délégation se rendront successivement à Daloa et Amman pour rencontrer les enseignants de ces localités. Après le séminaire de formation de ces militants, hier, place au premier congrès ordinaire à Abidjan de Cap Uni pour la démocratie et le développement. 95 coordinations mobilisées pour cette rencontre. Le président de cette formation politique, Gervais Koulibaly, réaffirme son engagement à prôner la cohésion sociale. Des détails avec Moussa Konati. Premier congrès ordinaire du Cap Uni pour la démocratie et le développement. Les militants venus de plusieurs localités ont répondu à l'appel du président fondateur Gervais Koulibaly. Une aubaine pour les structures spécialisées du Cap UDD de réaffirmer leur attachement aux idéaux du parti. Nous jeunes restons plus que jamais déterminés et engagés pour la défense de notre parti afin d'offrir à notre mère patrie ce dont elle a besoin le plus. Levons-nous et marchons ensemble sous la vision éclairée du camarade Gervais Koulibaly pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. La restauration de la démocratie pour une vraie réconciliation, thème du congrès. Le président Gervais Koulibaly rassure les militants de son engagement pour la démocratie et la réconciliation. Aujourd'hui, tout le monde parle de la réconciliation, mais peut-on faire une réconciliation si on n'arrive pas à s'entendre? Le CAP-UDD souhaite que l'on fasse taire tout ce qui peut effrayer les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont anxieux. Il faut réussir à les calmer par des actions et des paroles de paix pour que nous puissions continuer le développement de notre pays. À ce congrès, le CAP-UDD bénéficie du soutien de plusieurs groupements politiques de l'opposition, dont le RPP, l'UDC, le RPCI, le FPI. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le haut représentant du président Ibrahim Boubacar Keïta pour le centre, Dionkounda Traoré, explique avoir mandaté des émissaires pour prendre contact avec des groupes terroristes. Cette démarche révélée au grand jour ce jeudi est bien sûr validée par la présidence. L'objectif est d'établir un contact direct pour voir si un dialogue est possible, notamment avec deux chefs en particulier, Yad Agrali et Amadou Koufa. Le premier est le leader du groupe de soutien à
l'islam et aux musulmans, alors que le second dirige la Katiba du Massina qui déstabilise depuis 2015 le centre du Mali. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.